Bonjour à tout le monde. Je vais juste vous demander de patienter quelques minutes avant de commencer le webinaire. Est-ce que tout le monde nous rejoigne? Merci. Ok, on va commencer la séance maintenant. Bonjour tout le monde. Bon après-midi ou bonsoir, dépendant de où vous êtes. Bienvenue à la série Land webinaire sur le dialogue foncier organisé en partenariat avec la Fondation Ford, la Fondation Land Portal, la Tenure Facility et Manga Bay. Je m'appelle Latoya. Je suis journaliste et je me consacre à la couverture de l'actualité autochtone des droits de l'homme et la conservation à l'échelle mondiale. Je suis ravi d'animer la session d'aujourd'hui sur le thème de naviguer les pertes et dommages, une voie vers la justice pour les peuples autochtones. L'idée qui sous-tend cette série de webinaires est de sensibiliser aux droits fonciers des peuples autochtones, et ces droits sont une condition préalable à la réalisation des objectifs nationaux et internationaux en matière de gouvernance forestière, de sécurité alimentaire, d'atténuation du changement climatique, de développement économique et de droits de l'homme. Il s'agit du quatrième et dernier dialogue sur la Terre de cette année. Je vais d'abord commencer avec quelques règles de base. Le webinaire est principalement en anglais et en espagnol, mais nous avons aussi des traductions simultanées en français et en portugais. Pour accéder aux traductions, il vous suffit d'aller sur l'icône du globe en bas de votre fenêtre Zoom et de cliquer sur la langue souhaitée. Le webinaire durera 60 minutes et nous aurons aussi 10 minutes pour les questions-réponses. Si vous avez des questions, veuillez les poser dans la boîte questions-réponses et non dans la boîte chat. Si vous utilisez la boîte de dialogue, faites-nous savoir qui vous êtes, à quelle organisation vous appartenez et d'où vous nous rejoignez. N'hésitez pas à tweeter en utilisant hashtag LANDialogue et vous pouvez aussi suivre le live tweeting sur les comptes Twitter de LAN Portal et Tenure Facility. Enfin, nous enregistrons également la session d'aujourd'hui et nous partagerons le lien plus tard. Maintenant que nous avons fait le tour de la question, passons au sujet d'aujourd'hui. Les fonds sur les pertes et dommages créés lors de COP28 représentent une étape cruciale dans la lutte contre les effets négatifs du réchauffement climatique sur les régions et les communautés vulnérables, en particulier sur les peuples autochtones qui se trouvent souvent en première ligne de ces effets. Ces impacts contraignent la perte des récoltes et de moyens de subsistance en raison de sécheresse extrême, les dommages causés aux habitations par la montée du niveau de mer, la destruction de sites patrimoniaux et bien d'autres. À présent, les pays industrialisés ont engagé un total de 731 millions de dollars au fond, tandis qu'un rapport des Nations Unies estime que 300 milliards de dollars pourraient être nécessaires chaque année pour faire face aux impacts. Le webinaire d'aujourd'hui explorera l'opérationnalisation du fonds et examinera ses implications pratiques et conceptuelles pour les peuples autochtones. Nous nous pencherons sur des questions clés telles que la manière dont les fonds seront collectés, la manière dont ils seront dispersés et la manière dont les fonds peuvent bénéficier au mieux aux peuples autochtones touchés par les pertes économiques et non économiques. Nous verrons aussi comment mesurer et traiter les pertes non économiques par rapport aux pertes économiques, y compris la destruction de la culture et du savoir, et nous découvrirons des approches permettant de préconiser des données désagrégées sur les impacts de la perte de biodiversité. Donc, je vais vous présenter nos intervenants, et par souci d'écouter, je vais faire par ordre alphabétique. Donc, nous avons Andrea Carmen, qui est directrice exécutive du Conseil international des traités indiens. Elle est citoyenne de la nation Yaqui, elle a plus de 30 ans d'expérience au sein de diverses institutions des Nations Unies.
Elle représente actuellement les peuples autochtones au sein de la Commission sur la crise climatique de l'Union internationale pour la conservation de la nature et participe en tant que suppléante du Forum international des peuples autochtones sur le climat au Conseil consultatif du réseau de Santiago de la CCNUC, qui fournit une expertise technique permettant d'éviter et de minimiser les pertes et dommages liés au changement climatique. Heather Magret est directrice du Climate Justice Resilient Fund, qui accorde des subventions pour aider les fans, les jeunes et les peuples autochtones à créer et à partager leurs propres solutions en matière de résilience climatique. Elle supervise tous les aspects d'une initiative mondiale d'octroi de subventions d'un montant de 22 millions de dollars qui soutient l'action climatique des femmes, des jeunes et des peuples autochtones. Heather a également passé plus de 20 ans dans le secteur à but non lucratif, travaillant au niveau local et mondial sur le changement climatique, le développement communautaire, la gouvernance environnementale et l'éducation. Nous avons aussi Gianni Gnasi avec nous. Elle est directrice de la politique et du plaidoyer au sein du collectif NDN. Elle est membre de la nation Navajo. Elle a plus de 20 ans d'expérience en tant qu'organisatrice communautaire et défenseur des droits de l'homme, profondément enracinée dans les questions communautaires locales. À partir de sa communauté Tsesi Ani et Dine Bikeya, elle a travaillé aux intersections du changement climatique, de la sécurité de l'eau, de la sécurité alimentaire, du développement énergétique et de la construction de la nation avec des communautés indigènes autochtones et des organisations dirigées par les autochtones aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine. Elle a une formation en politique internationale et en droit de l'homme. Maintenant que les présentations sont faites, commençons par la première question à nos panélistes. Donc, les chercheurs en matière de climat et de développement affirment que jusqu'à présent, les contributions au fonds des pertes et dommages sont insuffisantes pour répondre aux besoins des pays en voie de développement industriel. Jusqu'à présent, les pays se sont engagés à verser 731 millions de dollars au fonds, alors que certains analystes estiment qu'il faudrait des centaines de milliards de dollars supplémentaires. Selon vous, quel montant devrait être collecté et quel type de fonds devrait être disponible? Je vais demander à Andrea. Alors, merci de m'avoir et merci à tous les participants. Moi, je vais partager mon écran avec vous et je vais vous parler de la perspective des peuples autochtones par rapport aux pertes et dommages en général et quand on essaye de mettre un prix. Je sais que nous avons parlé de cela sur le caucus autochtone en COP29 qui vient de se terminer à Bakou. Il y a eu beaucoup d'hésitation à mettre un prix sur cela, car beaucoup de pertes que nous avons subies ne peuvent pas être quantifiées de façon monétaire. Et je veux juste montrer quelques exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Le premier, c'est ce que nous sommes en train de ressentir ici dans le désert du Sonora avec les pertes et les menaces de nos systèmes alimentaires traditionnels. Nous sommes des agriculteurs de désert comme peuple autochtone, la nation Yaqui, et comme nos voisins dans le désert de la Sonora. Et un exemple, c'est une photo d'ici, de notre ferme familiale ici. C'est donc le crapaud du désert de Sonora qui est qui est en voie d'extinction. C'est une partie intégrale de notre système alimentaire, même si nous ne le mangeons pas, parce qu'ils sortent avec les pluies de la moisson que nous avons en général vers le juin, fin juin, début juillet. Et donc, ils mangent les insectes au moment où c'est le plus important quand nos cultures arrivent à maturité et sont prêtes à être récoltées. Et donc, il y a quelques années, la pluie a commencé à changer, il y avait plus de pluie, où elle arrivait à un temps différent, et donc ça a eu un impact dramatique sur le cycle de vie du crapaud. Et nous avons réalisé qu'il n'y a presque plus de crapauds maintenant, alors que avant il y en avait littéralement des centaines qui sautaient dans tous les sens. Et donc, c'est une menace, cela représente une menace à nos systèmes alimentaires. Et c'était vraiment difficile d'imaginer comment est-ce qu'on peut compenser cela. Sur l'autre photo, on voit Shishmaref en Alaska. Et comme chez beaucoup de communautés costales autochtones, cette communauté est en train de tomber dans l'océan, nos nations où il y a les niveaux de mer qui augmentent. Et ce n'est pas seulement une menace économique. Vous allez voir que vous voyez bien qu'on va avoir besoin de beaucoup de financement pour déplacer et reconstruire les maisons, mais c'est aussi une problématique de droit et d'autodétermination, car cela est basé sur le fait que nous soyons sur nos terres communautaires. Et nous voyons de la même chose, des petits États développant comme Tuvalu, Vanuatu, ils vont devenir des réfugiés.
Et ce n'est pas important quel type de maison vous leur construisez en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ou est-ce qu'ils vont devoir bouger, ils vont quand même devenir des réfugiés. Ils vont perdre leur autodétermination comme peuple et comme nation. Et quelle va être la compensation pour ça, la compensation économique? Et dernièrement, je voulais juste conclure ce point en disant que j'étais membre du groupe de travail facilitateur à l'époque, dans les 3 premières années d'existence. Nous avons fait participer Janine aussi dans notre région qui va prendre en charge ce rôle dans les 3 prochaines années. Nos anciens et les détenteurs de connaissances et les praticiens ont parlé des impacts économiques et non économiques et des menaces à leur système de connaissances et à leur mode de vie. Et ils disent qu'aucun prix ne peut être mis sur ce qu'ils ont déjà perdu, mais un financement direct pourrait nous aider à préserver, protéger et restaurer ce que nous avons perdu le plus possible. Donc, je pense que Janine va parler plus de ces appels à l'accès direct au financement spécifiquement pour les peuples autochtones pour adresser les pertes et dommages que nous sommes en train de ressentir. Donc, je terminerai avec cela et je passerai la parole au prochain intervenant. Merci. Merci beaucoup, Andrea. Et ce que vous dites est vraiment très vrai et j'ai euh, vu ça beaucoup de fois avec notre reportage. Il y a beaucoup d'éléments avec les peuples autochtones, les communautés qu'on ne peut pas quantifier, on ne peut pas mettre un prix là-dessus. Et c'est certains des éléments dont on parle quand on parle des pertes non économiques sur lesquelles on va parler un peu plus tard. Je vais passer la parole à Janine. Donc, s'il y a un prix qui peut être mis sur le financement direct, est-ce que vous avez des estimations de combien de fonds devraient être levés et quel type de fonds devrait être disponible pour les peuples autochtones? Merci. Oui, ça a été vraiment une partie clé de la conversation et beaucoup des négociations sur la finance climatique en général, euh, mais particulièrement sur les pertes et dommages. Quand nous parlons à la fois des conséquences dévastatrices et du manque d'action sur climatique et les résultats de cela, un peu comme les exemples que Andrea nous a montrés, et, et aussi les pertes intangibles que nous ne pouvons pas quantifier. Il n'y a pas de valeur monétaire pour compenser certaines de ces pertes et impacts que le manque d'action climatique a. Les peuples autochtones, les nations, les communautés, les terres, les fonctions écosystémiques aussi, et surtout le cycle de la vie sacrée et la façon dont nous sommes tous interdépendants les uns sur les autres. Donc, ce que nous sommes en train de regarder, c'est au lieu d'essayer de créer une quantité qui peut capturer cela, nous ne voulons pas, euh, mm, nous ne voulons pas montrer que ces pertes pourraient être synthétisées en une valeur en dollars. Donc, pour nous, c'est important de comparer ce que les nations mettent en avant en termes de subventions de fuel à carbone, des industries extractives, et d'appeler un minimum à ce que ces investissements et ces ressources financières, si ces investissements continuent à aller vers les activités qui sont au cœur de la crise climatique, eh ben, ils doivent équilibrer ces investissements pour s'occuper des répercussions de ces investissements. Et juste, on utilise ce critère-là, les 731 millions dont vous avez parlé, c'est vraiment insignifiant cons- en considérant que les peu d'estimations que nous avons sont dans les milliards par an comme subvention, ah non, de ce qui est nécessaire pour gérer les problématiques d'aujourd'hui. Donc, et en plus de ça, si on ajoute les problématiques d'inflation qui affectent tous les pays, en plus de les, les coûts cumulatifs, des impacts cumulatifs sur les communautés, même l'estimation qui se compte dans les milliards
et à très loin de chiffres auxquels nous devons réfléchir sur le long terme par rapport au type d'impact que nous avons besoin de gérer. Et par rapport à votre deuxième question, je voulais juste partager un peu d'informations sur ma perspective et d'où elle vient comme directrice de plaidoyer et pour le collectif indien. Et donc, nous essayons d'avoir un modèle de financement, un mécanisme des financements mené par les autochtones, car il y a on s'attend que les autochtones et les soi-disant dans le nord global, et comme nous sommes situés en proximité de pays qui sont riches et qui sont au cœur de ces négociations et de pays qui ont beaucoup de pouvoir sur ces négociations, les gens pensent que comme nous avons cette proximité, cela veut dire que nous avons l'accès, mais ce n'est pas vrai. Et nous avons dû donc concevoir et développer notre propre mécanisme de financement qui opère d'une façon qui adresse l'approche holistique des peuples autochtones et les défis auxquels nous faisons face pour agir et créer des solutions climatiques. Donc, nous avons passé d'un mouvement d'analyse pour que les droits des peuples autochtones et les solutions, nos activités pour défendre nos terres-mères, et notre habilité, notre capacité à construire un modèle alternatif pour la résilience climatique, tout ça va de pair. Nous avons une approche interconnectée, pas juste pour augmenter les ressources qui souvent ont été volées par l'exploitation des terres autochtones et nos ressources, mais aussi nous amenons ces ressources pour qu'ils soient centrés autour de l'avancement des droits des peuples autochtones. Et donc, une partie de cela, c'est de savoir euh, que beaucoup des solutions climatiques autochtones et des défis climatiques et des menaces auxquelles nous faisons face, et que ce soit économique ou non économique, sont liés à nos droits fonciers. Et donc, si ceux-là sont renforcés, ressourcés, protégés, et donc nous faisons beaucoup de travail sur cette narrative, ce discours. Qu'est-ce que ça veut dire que récupérer les terres, les récupérer dans les mains des peuples autochtones, et aussi avoir notre autodétermination pour que, pour construire la résilience, la sanation et la connexion à nos ressources. Et quand nous parlons du mécanisme de financement qui sont nécessaires pour faire ce travail et le faire bien, nous parlons d'assurer l'accès direct aux peuples autochtones d'une façon qui minimise le rôle d'intermédiaire, qui centre le rôle des peuples autochtones et qui soit fait, si possible, en investissement dans le conception, les designs autochtones et les financements et mécanismes de financement. Merci infiniment d'avoir relevé cela, la comparaison entre les subventions pour le carburant et ce qui est alloué à la biodiversité. Il y a des milliards qui sont investis dans les industries et même des entreprises qui mettent à mal la biodiversité. Et maintenant, s'il faut protéger les initiatives dirigées par les peuples autochtones, il y a un déphasage. Donc c'est important que nous ramenions cette discussion également sur la propriété. Heather, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses? Très certainement, merci. Donc, mes collègues ont déjà relevé des points importants sur la perte, les pertes incommensurables qui ont été subies et qu'on ne peut pas attribuer un prix. On parle des chiffres, de l'ampleur, mais c'est la nature de la perte, la qualité de la perte qui fait face aux pertes et les droits de qui sont mis à mal dans ce contexte. Je vais parler brièvement en ce qui concerne les chiffres. C'est une image très décourageante. Donc, certains ont peut-être suivi les dernières négociations sur le financement pour l'action climatique. Les parties ont dit, et elles n'ont pas pu convenir sur un objectif de 3 000 milliards de dollars, y compris
les pertes et les dommages, y compris l'atténuation et l'adaptation. Et ça, ce n'est pas un montant qui est à la hauteur de ce qui est dépensé. Et dans les émissions, par exemple, qui mettent à mal la santé des gens, il y a eu un engagement pour pour élaborer un plan pour pouvoir générer 1300 milliards de dollars par année. Il y a d'autres estimations en ce qui concerne le financement pour l'action climatique. En ce moment, il n'y a pas vraiment un financement arrêté, mais les discussions sont en cours. Mais en ce qui concerne les cibles pour la communauté mondiale, avec ce qui est nécessaire, ce n'est pas vraiment à la hauteur. La communauté mondiale ne trouve pas rapidement les ressources pour résoudre ce problème. Et plus on perd du temps, plus le mal se fait le plus pressant. Il y a les composantes non économiques de ces pertes. En ce qui concerne la structuration du fonds, nous pourrions être plus positifs. Le conseil du fonds pour les pertes et dommages s'est réuni cette semaine et les questions qui sont mises sur la table, il y a une emphase sur l'inclusivité et aujourd'hui, ils vont parler du rôle des observateurs non gouvernementaux dans le processus de prise de décision. Donc, nous espérons qu'il y aurait une décision positive qui va prendre en compte les initiatives. Et deuxièmement, il y a une discussion sur la vitesse. Il ne faudrait pas qu'il y ait une régression ou que la mise à disposition soit trop lente. Donc, Donc, il y a des initiatives qui vont plus vite que, par exemple, le, le fonds le fonds vert pour le climat. Donc, il y a, et c'est pour ça qu'il est important que pour le fonds, pour les dégâts, les pertes et dommages, il y a un espoir que ça aille également vite, que nous poursuivions cet élan. Je crois que il est très important de relever le fait que il y a des discussions sur les petites subventions, les- qui, qui pourront tirer parti des programmes d'octroi de subventions. C'est pas quelque chose de simple. Vous savez, les fonds, il n'y a pas beaucoup d'histoires à succès dans ce sens, mais je pense que nous entendons des choses positives. Il y a de la créativité et je nourris l'espoir que la structuration de ce fonds et le montant même d'argent qui sera mis à disposition pour les pertes et dommages, mais la question reste sur la table. Merci infiniment pour cette réponse et ces éléments précis que vous avez relevés. Et vous avez parlé des réunions qui sont en cours. Nous espérons que les résultats seront positifs. Merci. Janine, je vous reviens sur toi. Nous avons parlé du financement alloué aux peuples autochtones, que ce soit à la COP 29 et même à la COP pour la biodiversité. Est-ce que vous pouvez donner plus comment est-ce que les peuples autochtones pourraient avoir accès aux fonds? Y a-t-il des conditions? Y a-t-il des obstacles? Oui, comme je l'ai dit, nous travaillons de manière diligente sur l'élaboration d'un modèle pour pouvoir euh, travailler au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Euh, il y a un groupe de travail qui travaille très dur avec les peuples autochtones. Dans les différentes sociétés du monde pour pouvoir s'asseoir et analyser les barrières et les défis auxquels les peuples autochtones font face à tous les niveaux quand il faut accéder aux ressources nécessaires pour faire avancer euh, et atténuer ou s'adapter au changement climatique pour pouvoir inverser la tendance des pertes et dommages que nous avons enregistrés dans la vie des gens, et des nations.
Par ailleurs, le principe de financement direct des peuples autochtones, un de, un de mes collègues partage certains de ces liens dans la boîte de dialogue. Nous, nous avons pu lancer ces principes de financement direct à Sharm el-Sheikh, à la COP 27, et depuis lors, nous avons effectué beaucoup de travail sur euh, le travail avec les entités pour qu'elles puissent s'adapter à ces principes et qu'elles prennent en compte cela dans toutes les négociations, les discussions sur le financement pour l'action climatique et comment est-ce que ces mécanismes doivent être élaborés. Et de cette façon, nous avons un plaidoyer pour que ces mécanismes qui sont mis sur pied soient accessibles aux peuples autochtones, et que les droits des peuples autochtones puissent être défendus et que les solutions et les réponses qui sont conçues par les peuples autochtones puissent être promues. Cela devient important parce il y a beaucoup de défis, cependant, pour les peuples autochtones, en dépit qu'il a été reconnu, euh, qu'il est important d'avoir les pratiques traditionnelles, les connaissances traditionnelles, même les systèmes linguistiques qui permettent d'avoir un bon travail au niveau de l'action climatique. Nous avons vu beaucoup d'initiatives dans les mécanismes onusiens pour pouvoir intégrer ces réponses, ces stratégies et solutions. Mais cependant, les peuples autochtones, les droits des peuples autochtones font encore face à des menaces dans le monde entier, dans les pays développés comme dans les pays qui ne sont pas suffisamment développés. C'est la raison pour laquelle nous voulons que plusieurs personnes comprennent le rôle de ces principes et les discussions sur le financement climatique et les mécanismes y associés pendant que nous invitons les partenaires à être sérieux dans la gestion de la crise climatique auquel nous faisons tous face, nous devons le faire d'une manière qui s'appuie sur les pratiques éprouvées, sur les modèles existants, qui montrent que cela ne sera efficace que si on alloue les ressources où il le faut. Et il faudrait utiliser les ressources de façon efficiente et que ces ressources soient mises à la disposition des personnes qui travaillent sur le terrain. Donc, il y a un impact positif sur tout le monde, sur tous les écosystèmes et et sur notre mère nature. La raison pour laquelle cela est important en ce moment, c'est parce que nous ne pouvons pas laisser d'autres personnes déterminer quelles sont les priorités de financement. Nous ne pouvons pas laisser d'autres personnes déterminer le type de financement qui est alloué aux peuples autochtones. Parce que nous avons de l'expérience sur le plan historique. Certaines de ces ressources sont acheminées vers les personnes qui ont le moins impact sur sur les questions liées au changement climatique. Et il y a un surendettement d'autres font face à d'autres difficultés en raison de la structure du financement qui est développée. Donc, il y a, il y a beaucoup d'intermédiaires et le gouvernement parfois devient le bénéficiaire principal et qui contrôle en fonction de leur reconnaissance ou non des peuples autochtones. C'est très difficile pour les peuples autochtones d'avoir accès à ces ressources. C'est pour ça que nous voulons faire avancer ces principes pour que les ressources aillent à l'endroit où elles sont censées aller pour pouvoir améliorer l'écosystème et notre mère nature. Merci infiniment, Ginny. Il y a une question. Comment est-ce que les communautés sans protection du gouvernement euh, nous voyons que il y a des personnes qui font face à ces difficultés. Comment est-ce que ces populations-là peuvent accéder au financement? Une fois de plus, nous avons vu plusieurs conflits à travers plusieurs nations, en Amérique, en Afrique et dans plusieurs parties de l'Asie, comme vous avez parlé de la Birmanie, même dans les
pays développés. Donc, il y a également des peuples autochtones qui ont des droits qui vont au-delà même des frontières coloniales, notamment au Canada, même aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, où la reconnaissance des peuples autochtones, de leurs droits fonciers, des. Donc, il y a une menace face à la défense de ces droits en raison des protocoles, des valeurs, des conflits intérieurs. Il y a tellement de raisons, un large éventail de raisons. Et cela, euh, le- le- c'est pour ça qu'il est important qu'on revienne même aux fondamentaux de ces principes que nous avons mis sur pied pour voir comment les peuples autochtones puissent s'auto-déterminer afin qu'ils aient un financement direct, comment créer des mécanismes pour qu'ils aient ce financement direct. Parce que des endroits comme Myanmar, par exemple, ce qui serait nécessaire, c'est que les peuples autochtones, ils auront besoin d'un intermédiaire en qui ces peuples ont confiance en fonction de leurs priorités, de leurs critères. Donc, et il faudrait avoir une relation de confiance avec cet intermédiaire parce que ce que nous savons, lorsqu'il y a des conflits intérieurs, il y a des menaces même à la capacité de ces peuples autochtones de développer leur propre structure financière. Donc, et ça, c'est un caractère, c'est un élément limitant pour eux. Et, et parfois, c'est encore plus difficile quand on fait face à des conflits. Il y a une nouvelle initiative aux États-Unis, par exemple, pour pénaliser les organisations et à donner une force exécutive au président et aux, euh, aux responsables des impôts, leur donner une autorité pour pouvoir euh, enlever le caractère non lucratif si jamais une organisation appuie le terrorisme, parce que c'est très important. Parce que quand nous luttons pour les droits des peuples autochtones, ou même des bois sacrés, ou même des systèmes d'adduction d'eau, quand nous protégeons cela, cette lutte peut être étiquetée comme un acte terroriste par des gouvernements. Donc nous parlons des conditions qui sont développées dans les peuples, les nations développées quand les gouvernements s'octroient des pouvoirs pour pouvoir pénaliser les réponses dirigées par les peuples autochtones. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'avoir une autodétermination, des mécanismes pour les peuples autochtones lorsqu'il s'agit de discuter du financement direct, notamment lorsqu'il y a des conflits qui sévissent dans les pays. Merci infiniment, Janine. Vous avez parlé de l'accès au financement direct qui est très important. Peu importe les obstacles, peu importe les pressions gouvernementales. Vous avez également parlé des conflits qui ont un impact sur l'accès au financement direct. Je vais passer la parole maintenant à Andrea. Donc, il y a des discussions qui sont en cours. Et le fonds pour les pertes et dommages, les fonds devraient être distribués en 2025. Comment un fonds de pertes et dommages efficace répond-il correctement aux pertes non économiques auxquelles les peuples autochtones sont confrontés? Par exemple, la perte des rituels de la culture due aux sécheresses dans les communautés indigènes Totonac au Mexique. Et est-ce que la distinction entre pertes économiques et pertes non économiques est-elle aussi nette qu'elle est actuellement? Non, bien sûr que non. C'est la première fois que je discute ça, mais moi je voulais parler d'un autre aspect qui pour moi était très gênant et pour ajouter à la discussion financière, les sources de finances, nous suivons de façon très près la discussion sur l'article 6 sur la coopération internationale, mais c'est principalement concentré sur les marchés du carbone et des solutions basées sur le marché. Et ça, c'est juste un exemple qui est promu sur notre territoire, un peu sur de l'autre côté
territoire de la frontière de Mexique. C'est censé être une mine d'exploration de lithium. Et si vous pensez à l'exploration, vous pensez peut-être à l'insertion d'un tube pour voir s'il y a du lithium. Eh ben non, regardez l'image. C'est un des plus grands dépôts de lithium dans le monde, peut-être le plus large, dans le désert du Sonora. Ils vont utiliser une nappe phréatique très, très fragile et la contaminer pendant au moins 300 ans. Et ce lithium sera transporté aux États-Unis dans sa forme processée avec un investissement des États-Unis de 47 milliards de dollars. Et une des choses très, très gênantes qui a eu lieu à COP29, c'est que les solutions du marché ou la finance générée par le marché, maintenant, veut être inclus dans les fonds de pertes et dommages et les peuples autochtones qui, avec les petits États des îles comme Tuvalu, ont protesté contre cela parce que ce que cela veut dire, c'est que les pays développés pourront être tranquilles et pourront dire, bon, bah, ces fonds viennent pour le marché aussi. Et donc ça, c'est un exemple d'une solution basée sur le marché, soi-disant pour le réchauffement climatique. Le lithium, bien sûr, bah, rend riches les gens comme Elon Musk, parce qu'ils les utilisent pour les batteries, pour les voitures électriques, etc. Donc, je voulais juste mettre cela dans le mix pour expliquer que c'est une des choses qui se passe, qui diminue les contributions réelles des soi-disant pays développés ou industrialisés sont en train de s'engager à faire. Mais voilà, ils s'engagent à financer des fonds comme cela, du marché des carbones, couplé avec des fonds de protection de biodiversité, des zones protégées. Et en parlant de principes, nous, on a travaillé avec le programme d'environnement des Nations Unies pour créer des principes pour les financeurs de conservation. Et le mouvement de conservation maintenant a été couplé avec la compensation carbone, les projets carbone, de marché carbone. Et donc, cela déplace les peuples autochtones au nom de la conservation, au nom de l'énergie verte, au nom de la transition juste. Donc, je ne veux pas que cela ne soit pas inclus sur la table, parce que c'est une menace majeure pour les peuples autochtones sur le terrain, et c'est aussi une majeure pour les petits pays à travers le monde qui espèrent bénéficier du fonds de perte et dommages, maintenant que les marchés ont été amenés dans ce fonds. Et concernant ce que les peuples autochtones font sur le terrain, je pense que c'est très important. Janine l'a mentionné, Heather aussi. C'est important de ne pas attendre que le financement vienne des Nations Unies ou des États-Unis ou des États dans lesquels nous vivons, car notre survie est vraiment en jeu. Donc, ce que nous faisons, c'est partager et mettre en œuvre notre expertise par rapport à la connaissance de la restauration de la terre vivante qui n'a pas été détruite par les agrochimiques, par les espaces invasifs ou les espèces d'élevage comme les vaches, ou détruits par les mines. Cela, notre eau, nos systèmes de eau, comme a mentionné Janine, nous devons ramener nos méthodes traditionnelles. Ce sont ici sur l'image, nos voisins dans Honoratum, dans le désert du Sonora, qui utilisent des connaissances sur des systèmes d'irrigation à base d'argile et d'eau de pluie. Et ici, on voit d'autres exemples de restauration de la terre et de nos systèmes aquatiques. Sur la photo à droite, c'est à Hawaï. Ils ont enlevé 2000 eucalyptus qui ont été amenés d'Australie, qui utilisent beaucoup d'eau. Et au bout de 6 mois, nos amis là-bas, dans la nation d'Hawaï, ont dit que leurs collines sont devenues vertes, l'eau a commencé à ressurgir, et ils ont pu planter du taro, du dachine. À gauche, on voit les graines, nos graines originales qui sont résistantes à la sécheresse dans le désert et le partage de ces graines. Et à droite, nous voyons que la restauration de nos animaux originels comme le buffle, qui eux ne déchirent pas les racines comme les vaches quand ils broutent.
Ils aident à restaurer, les prairies et les pâturages et ils sont vraiment résistants au changement climatique. Donc voilà, je voulais juste mentionner quelques solutions que nous utilisons déjà aujourd'hui, car notre survie vraiment est en jeu. C'est une lutte pour la vie et la mort des peuples autochtones et bien sûr, nous avons besoin de financement pour soutenir ces efforts, pour nous réunir, pour restaurer nos terres et restaurer la santé de nos terres et ramener nos animaux. Mais maintenant, nous le faisons déjà sans ces financements. Donc voilà ce que nous contribuons et ces connaissances à la discussion globale pour que ceux qui savent soient amenés dans les débats internationaux. On est vraiment prêt à partager avec le consentement libre préalable éclairé, du moment que nos connaissances et nos droits sont respectés, mais selon ces choses que nous faisons déjà maintenant, aujourd'hui. Merci Andrea pour ces exemples dans votre entourage et à Hawaï, et aussi pour avoir parlé du sujet de mitiger le réchauffement climatique avant qu'il ait lieu. C'est un point très important. Je vais demander à Heather maintenant, si vous, en tant que personne qui parle avec, qui travaille avec les peuples autochtones et les initiatives, quelles sont les approches qui devraient être prises euh, pour euh, gérer les données agrégées et non agrégées? Alors, merci beaucoup pour cette question. C'est assez compliqué car les données, ça veut dire beaucoup de choses pour différentes personnes. Mais je dois dire que dans notre fond, nous n'avons pas pensé à cela tant en termes de données pour plusieurs raisons. Il y en a une, juste pour donner du contexte, nous avons actuellement une initiative de 6 millions de dollars sur les pertes et dommages non économiques. Et c'est une des initiatives de financement qui cible les pertes et dommages non économiques. Et on le fait en partenariat avec le gouvernement écossais, qui ont été vraiment des leaders sur cette problématique à un niveau international. Et donc, nous utilisons avec des partenaires dans le Pacifique, dans l'Afrique de l'Est, dans la baie du Bengale, en Asie du Sud. Tout- Toutes ces zones sont vraiment sur la première ligne de la crise climatique de différentes façons, euh, au vu des changements qui ont lieu là-bas. Et ce que nous avons vu, c'est qu'il n'y a pas vraiment une ligne claire qu'on peut tracer entre économique, des pertes et dommages non économiques et économiques. Et Andrea l'a clairement dit de façon efficace au début de la séance. euh, les données, nous devons faire attention car une des choses que cela pourrait faire, c'est créer une fausse dichotomie entre ces choses-là. Si nous accumulons des données qui disent, voilà, ça c'est la partie économique, on va mettre un chiffre dessus, ça c'est la partie non économique, et on va tracer d'autres types de données, ce n'est pas comme ça que les gens ressentent les pertes et dommages dans la vraie vie. Dans la vie réelle, la même perte peut avoir un effet économique très significatif, mais aussi être une perte culturelle, d'héritage, de tradition, qui a encore plus de valeur que la perte économique. Et il y a vraiment aussi une dynamique entre les pertes économiques et non économiques. Donc, parfois, ils sont couplés aux choses comme l'âge, genre. Par exemple, les jeunes et les anciens ont vraiment des expériences très différentes sur le changement climatique. Et les femmes ont vraiment aussi le ressentent différemment que les hommes. Donc, les choses sur lesquelles nous nous concentrons et ce que nous recommandons à nos financeurs, c'est que si vous vous concentrez sur les données, il faut vraiment regarder le genre. Et nous faisons ça en réponse à des partenaires dans le Pacifique qui vraiment nous l'ont demandé, ils l'ont sollicité. Ils sont intéressés de pouvoir centrer les voix des femmes dans leur travail sur les pertes et dommages et d'être clairs sur la distinction des genres et les communalités aussi entre les genres par rapport aux besoins, aux interventions, aux opportunités. Donc, nous focalisons de plus en plus sur les données désagrégées de genre
comme une des choses les plus utiles que nous pouvons faire si nous pensons à ce qui est nécessaire par rapport aux pertes et dommages. Qu'est-ce qui a vraiment lieu? Qui est en train à qui on nuit? Qui subit les pertes? Qui adresse les dommages? Et en général, c'est très utile de regarder ces données désagrégées en termes de genre. C'est vraiment très puissant de plein d'autres façons, au-delà de l'agenda de pertes et dommages. Ce que nous recommandons aux financeurs. Ah, sorry. Sorry for that. Sorry for that. Donc, maintenant, vous avez relevé que c'est important les données, l'incidence économique et non économique. Donc, que- en ce qui concerne les données en termes de pertes et dommages, maintenant nous allons poser la dernière question. Il s'adresse des questions liées aux catastrophes naturelles. Au début de l'année, en Amérique latine, des inondations estimes ont touché de nombreux peuples autochtones, notamment les Ashanina au Pérou, qui ont perdu la plupart de leurs récoltes. Il n'y avait que très peu de mécanismes de financement, de réponses rapides disponibles pour faire face à ces impacts. Donc, ma question aux panélistes, donc, est-ce qu'il est possible que le mécanisme puisse fournir rapidement de l'aide aux communautés et que faut-il faire dans sa conception pour s'assurer qu'il puisse répondre rapidement? Donc, Andrea, puis-je d'abord vous demander votre avis? Ah oui, très certainement. Je voulais juste relever le fait que la possibilité, par exemple, utiliser le réseau de Santiago qui a été opérationnalisé à la COP 28 et notre participation en général même euh, s'appuyait sur les peuples autochtones de Sharm el-Sheikh avec les réseaux de jeunes et de femmes qui ont eu même un siège au conseil consultatif. Mon nom est une Maasai du Kenya. Nous avons été désignés. Je suis la suppléante et il est le principal. Nous travaillons en équipe. Nous avons pu avoir la reconnaissance des connaissances des peuples autochtones, avoir même les peuples autochtones qui ne sont pas euh, dans dans ces critères qui sont souvent élaborés. Nous avons pu apporter notre expertise, notamment les exploitants ici en Arizona peuvent recevoir l'expertise des exploitants en Afrique, aux Émirats arabes unis, parce que il y a des exploitants en désert là-bas et le financement est déjà disponible pour les peuples autochtones afin qu'ils puissent apporter leur expertise, offrir leur expertise aux autres personnes et même aux États. Donc, l'importance du réseau de Santiago, c'est vraiment c'est très important. Donc, nous allons réduire le coût ou alors le fardeau au lieu de complètement compenser. Donc, il faudrait utiliser ces ressources pour s'entraider et afin d'empêcher ou de prévenir les pertes et dommages. Donc ça, c'est un mécanisme qui accepte le rôle et comprend l'expertise des peuples autochtones et que ce soit qu'ils soient des bénéficiaires et qu'ils puissent également apporter de leurs ressources parce que euh, nous sommes toujours nous sommes toujours en train de parler de mettre fin au changement climatique au lieu de voir comment les fonds minimums
qui peuvent être disponibles pour pouvoir remplacer ce que les peuples autochtones nous ont perdu, les terres, l'identité, les valeurs, donc les systèmes agricoles, les systèmes alimentaires. Ça, c'est mon commentaire là-dessus. Et je vais terminer sur une note positive. Nous réalisons du progrès. euh, donc, donc, merci infiniment. Merci, Andrea, pour ton avis. Est-ce que Janine, tu peux nous dire quelque chose? Je vais m'appuyer sur la réponse excellente d'Andrea. Je crois que cela jette les bases du fait qu'il est important que nous mettions sur pied des mécanismes pour des mécanismes de financement rapide. Ça, c'est une voie primaire pour pouvoir s'assurer que la réponse, l'intervention efficace et rapide puisse se permettre de réduire les dommages et, et prévenir même d'autres dommages découlant d'autres crises climatiques. Donc, nous savons que comment est-ce que les questions émergentes auxquelles font face les peuples autochtones, comment est-ce qu'ils ont besoin de ressources et des solutions à long terme. Nous avons vu comment ça s'est passé, par exemple, au courant des dernières années, lorsque il y a eu ces incendies terribles sur la côte ouest, même dans la côte est, aux États-Unis, au Canada, quand les mécanismes existants ont des processus trop longs, chronophages, donc si il faut, s'il y avait déjà des fonds qui sont déjà disponibles, les ressources ne sont pas mises à disposition pour pouvoir gérer les problèmes des peuples autochtones parce qu'on connaît la vulnérabilité et on connaît la meilleure approche pour intervenir, pour atténuer le changement climatique pour le peuple, pour les systèmes alimentaires, et comment est-ce qu'on peut gérer les crises climatiques. Donc, quand on peut apporter des ressources, les peuples autochtones peuvent apporter une réponse qui permet d'avoir une résilience pour, il y a des réponses, il y a des interventions plus rapides. On a vu ça dans les incendies à Ohio. Il y a eu des ressources qui ont été mises à disposition avant que les grandes organisations, avant que les États ou les fonds ne soient mis à disposition. Dans plusieurs cas, notamment lorsqu'on parle de les inondations en Afrique, des coulées de boue, des feux dans la forêt amazonienne, c'est des catastrophes énormes qui affectent les moyens d'existence des peuples autochtones et les autres populations dans toute la terre. Donc, il est important donc d'apporter une ressource en temps opportun pour gérer les questions de vie ou de mort. Donc, cela fait partie de nos mécanismes pour réduire l'impact des catastrophes, et des pertes et dommages. Merci, Jenine, d'avoir relevé l'importance, notamment avec les incendies qui ont sévi. Je vais passer la parole à Heather sur le financement rapide. Je crois que notre expérience en tant que bailleur, si nous voulons donner un accès rapide à de l'argent, le bailleur doit avoir confiance en la personne qui reçoit l'argent. S'il y a la confiance, l'argent peut être mis à disposition de manière efficace et rapide. Mais quand il n'y a pas la confiance, le processus est long. Et ça, c'est un défi pour les bailleurs, et notamment pour les bailleurs internationaux, en ce qui concerne le fonds pour les pertes et dommages. Il y a tellement d'aspects, la philanthropie, le financement international, les institutions de financement international. Tous ces mécanismes, il y a il y a beaucoup de méfiance dans le système. Donc, et il y a besoin d'un démantèlement pour pouvoir gérer ces questions de pertes et dommages liés au changement climatique. Il faudrait qu'il y ait davantage de confiance en les peuples autochtones, en leur souveraineté et dans leurs mécanismes qu'ils ont mis en place pour accéder au financement. Il y a eu des améliorations là-dessus. Il y a beaucoup de conversations et il y a des actions, notamment du point de vue philanthropique,
Il y a par exemple le changement des exigences en matière d'établissement de rapports, même la mise à disposition des subventions, la prise de décision, les demandes, le traitement des demandes. Nous avons connu plusieurs changements, notamment avec les fonds de résilience, l'expérimentation, pour une approche basée sur la confiance, pour avoir une approche inclusive, anticipatrice. Et il faudrait de la confiance, absolument. Mais maintenant, pour les fonds un peu plus larges, ça, c'est un grand défi. Et, et à certains niveaux, nous avons besoin de démanteler plusieurs systèmes et de les reconstruire, de les refaçonner avec plus de confiance. Je le recommande aux financeurs. Le choix, la confiance, c'est un choix que nous pouvons opérer. Donc, nous pouvons donc élargir notre cercle de confiance, de mettre de côté parfois la diligence raisonnable technique et toutes ces règles que nous essayons de modifier, mais nous pouvons aller un peu plus vite. Et ça, c'est juste un prérequis. Donc, la vitesse de mise à disposition et vraiment allouer les fonds aux personnes qui ont la solution et qui sont généralement en marge et qui ont même moins de temps pour ces goulots d'étranglement que nous connaissons dans les systèmes de mise à disposition de financement. Nous faisons du progrès, nous réalisons du progrès en matière de philanthropie. On peut voir quelques changements. Mais il y a besoin d'une accélération si nous voulons que le mécanisme de financement soit rapide. Merci infiniment, Heather, pour avoir mis en évidence cette question de confiance. Donc, la méfiance peut être un obstacle à l'accès au financement, la bureaucratie, les goulots d'étranglement, les lois, les prérequis. Ça, c'est autant d'obstacles. Donc, je vous remercie pour tout le temps. Maintenant, nous allons passer à la prochaine partie. Nous avons juste quelques minutes pour les questions et les réponses. S'il vous plaît, utilisez la boîte dédiée aux questions-réponses. Donc, nous allons essayer de répondre à certaines questions. Je vais à la première question. Il y a une question adressée à Jenny. Je vais lire. Bon, je suis de un des instituts en Indonésie. Il y a 2 ans, nous avons discuté de la question des pertes et dommages. Nous avons reçu des réponses bizarres de la part du gouvernement. Comment est-ce que nous pouvons accéder au projet de principe sur le mécanisme de financement direct pour les pertes et dommages qui a fait l'objet d'une discussion? Je peux mettre le lien sur la boîte de dialogue. Et je voudrais revenir sur la question sur la structure gouvernementale. Euh, C'est pour ça que il y a des principes directs qui vont de concert avec euh, euh, les mécanismes de financement dirigés par les peuples autochtones, parce que la manière dont nos valeurs guident nos actions en tant que peuples autochtones lorsqu'il s'agit de trouver des solutions face au changement climatique, c'est très différent de notre approche par rapport à l'approche de plusieurs institutions. Donc, pour pouvoir appuyer cette autodétermination des peuples autochtones, nous devons encourager l'exercice de cette autodétermination et le développement de nos propres mécanismes de réception de financement et s'assurer que le financement est alloué au bon endroit. Je vais partager ce lien. Merci infiniment, Jenine, d'avoir soulevé cette question. Je voudrais, il y a également une question adressée à plusieurs personnes. Nous, fais- nous faisons face au centre de données. Comment est-ce qu'on gère les questions de financement? On peut accéder aux données pour pouvoir élaborer des initiatives?
Donc, une chose qui me vient, c'est le besoin d'avoir des solutions et des approches holistiques. Nous voyons des silos. Il y a de l'argent qui est alloué à d'autres, à tel domaine. Il y a un argent qui est alloué à un autre domaine. Nous devons demander aux bailleurs de moins travailler en autarcie afin qu'il y ait des solutions intégrées pour faire face aux problèmes et qui sont parfois très complexes. Donc, par exemple, la perte de l'eau, le changement climatique fait partie. Donc, avec cette force économique puissante que nous avons maintenant, il y a un agenda pour le plaidoyer qui est financement pour la réglementation des centres de données. Quelles sont les règles auxquelles ces centres de données doivent adhérer? Comment pour éviter que les gens viennent voler de l'eau que les populations ont utilisée depuis des générations? Et donc, pour, pour faire face aux réalités liées au changement climatique. Je crois que la problématique de l'eau, on aurait besoin d'un autre webinaire entier pour ça par rapport au changement climatique. Mais comme j'ai mentionné, l'agriculture industrielle produit 25% de tous les gaz à effet de serre. Et avec l'utilisation de l'eau vraiment pas durable, je peux parler vraiment au nom de ce qui se passe ici en Arizona, où nous restaurons l'utilisation de l'eau dans un écosystème désertique pour cultiver de l'alimentation. Mais ce n'est pas le modèle industriel de l'agriculture qui font pousser des arbres et des plantes qui n'appartiennent pas au désert. Ce n'est pas ce qu'ils font. Et donc, les droits des peuples autochtones sont vraiment menacés, même quand ils sont inclus dans les traités, comme l'a mentionné Janine, dans la nation Navarro. Ont- ils viennent de perdre un cas dans le tribunal suprême des États-Unis sur les droits de l'eau. Donc la problématique de l'eau vraiment est liée au changement climatique et en tant que solution et en tant que menace, on a vraiment besoin de plus de discussions là-dessus. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps maintenant pour traiter de ce sujet, mais certains de nous travaillent pas seulement dans le plaidoyer politique, mais de façon vraiment très pratique sur ce genre de problématique. Et nous pourrons communiquer à l'avenir un peu plus en profondeur là-dessus. Je peux juste ajouter quelque chose très rapidement, juste une autre composante, et je vois que les gens ont quelques difficultés pour ouvrir les principes directs d'action, mais nous avons aussi des sauvegardes pour la création de ces mécanismes financiers, les sources de financement par rapport à ce que disait Heather sur assurer la confiance et la transparence et construire cela de façon active. Les peuples autochtones ont appelé à la transparence sur les sources de financement parce que nous avons eu l'expérience de financement qui a été siphonné et canalisé d'activités qui violent les lois nationales et internationales, les droits de peuples autochtones, et ils partent ensuite à une solution climatique dans le jardin de quelqu'un, une soi-disant solution climatique. Et donc, prendre une solution holistique, systémique à nos défis auxquels nous faisons face, comme le changement climatique, nous ne pouvons pas accepter ce genre de mécanisme de compensation. Nous savons que nos écosystèmes sont interconnectés et nos droits à travers le globe sont fondamentaux. Donc, nos droits de l'homme et les sauvegardes des droits de l'homme et des droits autochtones pour ces mécanismes, c'est une des choses que nous essayons de faire pour empêcher les sources de financement qui violent et qui mettent en danger la nature et les droits des peuples autochtones en prétendant compenser et protéger les droits d'autres intérêts. Merci beaucoup, Janine, pour partager tes pensées sur cette question. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. Nous avons déjà dépassé l'heure de 4 minutes, donc nous allons devoir fermer ce webinaire. Merci à tous d'être restés avec nous. Désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes vos questions. Il y en avait beaucoup des bonnes. J'aimerais remercier nos intervenants, Andrea, Janine et Heather. Merci pour votre temps. J'aimerais que tout le monde leur donne les applaudissements virtuels. Bon, merci à la participation du public
et à nos hôtes, la Fondation Ford, la Land Portal Foundation, la Tenure Facility. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de modérer ce débat. Passez un très agréable après-midi là où vous êtes, ou agréable soirée.